Bien. Juste pour préciser que je ne suis mandaté par aucune obédience. Peut-être c'est bon, c'est bon. Voilà. Je ne suis mandaté par aucune obédience, ni aucune loge. Et ce sont des fruits d'une réflexion personnelle, puisque ça doit faire à peu près 25 ans que je suis dans la franc-maçonnerie. Et actuellement, du reste, je suis franc-maçon en Angleterre. Et je dépends donc de la Grande Loge d'Angleterre des maîtres maçons de Braque. Mais celle-ci ne s'exprime pas. Mais ayant l'habitude de l'anglo-saxon, l'esprit anglo-saxon, où la franc-maçonnerie n'est pas secrète, je ne vois pas pourquoi je n'utiliserai pas ma manière de penser et vous exposer les choses. Ce que je voulais vous dire, c'est que ces réflexions personnelles sont marquées par le désir que, avant de juger, il faut essayer de comprendre les choses. Et c'est quand on a compris les choses qu'on peut se permettre d'apporter un jugement de valeur. Or, pour comprendre les choses, il y a l'histoire. On ne comprend bien une personne que quand on connaît son histoire, finalement. Pourquoi a-t-il abouti à telle chose plutôt que telle autre? Son histoire peut l'expliquer. Bien. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'actuellement, le mot laïcité en France ne fait pas débat, ou très peu. Tout le monde l'admet. Et tout le monde parle de la laïcité un peu comme une espèce de notion de politiquement correct, ce que un auteur dans Le Point appelait la laïcité bisounours. La laïcité bisounours. Mais il n'en a pas été toujours ainsi. Et tout le siècle dernier, et surtout le XIXe siècle, a été marqué par des luttes extrêmement violentes pour aboutir à cette laïcité. Et c'est surtout vrai en France. La laïcité n'est pas une notion que l'on a aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon. En Angleterre, ils ne savent pas ce que c'est que la laïcité. Ça ne les intéresse pas du tout, d'ailleurs. C'est surtout il faut bien le reconnaître, une notion qui existe dans les pays où l'Église catholique est importante et où elle a exercé un pouvoir important. Alors reprenons, je ferai un exposé en 3 points, ce qui pour un franc-maçon est un petit peu naturel, mais avant de parler de laïcité, il faut bien d'abord dégager les mots et les notions. La laïcité, le mot laïcité, ça vient du grec laikos, qui veut dire populaire. Et il s'oppose à clérical, qui est un autre mot grec, qui provient d'un autre mot grec, clérikos, qui apparaît au premier temps de l'Église chrétienne. Ça donnait les clercs. Et la traduction exacte, c'était ceux qui ont pris la bonne part. Les prêtres, les anciens, plus exactement, puisque vous savez que le mot prêtre provient du mot presbyte, presbyteroi, qui a donné le mot prêtre, les anciens qui dirigeaient les églises, et puis il y avait un surveillant, ou épiscopos, qui a donné le mot évêque. Eh bien, ces anciens, ces prêtres, c'était ceux qui avaient pris la bonne part. Je dis ça parce que souvent, quand l'étymologie peut servir. Le mot laïcité est en gros né avec la Troisième République, à la chute de l'Empire. Et c'est un concept français. Il s'agissait de séparer l'État républicain de l'Église catholique qui était jusque-là associée étroitement au gouvernement de la France. Tant chez les rois, l'Ancien Régime, que sous l'Empire, avec le Concordat, signé avec Pie VII, ou bien
encore avec, sous la Restauration, puis le Second Empire, avec toujours ce régime concordataire. Et donc, là, les loges, par une évolution naturelle qui apparaît à partir de, grosso modo, 1848, lors de la Deuxième République, où les loges, qui étaient jusque-là fidéistes, croyantes, catholiques, célébrant des messes très régulièrement à la Saint-Jean d'été à Saint-Jean d'hiver, avec défilés en costume maçonnique et tout hasard, avec tous les décors, brutalement, lors de l'écrasement de cette révolution, et puis un peu avant, il y a des idées progressistes et une influence des Lumières du XVIIIe. Et donc les loges qui, de là, vous disais-je, étaient assez fidéistes, étaient assez suivaient le pouvoir, commencent à être pénétrées des idées républicaines. Et en fait, quand on... Et puis ça augmente, le Second Empire a une politique assez autoritaire à l'égard de la franc-maçonnerie, et avec des grands maîtres nommés par l'empereur Napoléon III de façon un petit peu trop autoritaire pour les loges, et donc le sentiment républicain croît énormément. Et les idées de même. Donc, en fait, on distingue dans le mot laïcité à la française, avec Jean Bobéro, qui est un penseur sociologue que vous devez connaître, enfin, deux seuils de laïcité avec séparation. Le premier seuil, c'est l'Empire, mais l'Empire de Napoléon Ier. Là, à ce moment-là, l'État n'assure plus le salut de ses citoyens. Et il s'estime incompétent dans le choix des doctrines. On commence à voir l'intrusion de la liberté individuelle. Alors qu'avant, sous l'Ancien Régime, c'était un roi, une religion. Mais l'État continue à subventionner des cultes, il y a un budget des cultes, à avoir une représentation officielle, à confier l'enseignement primaire et secondaire aux églises, enfin surtout primaire, aux églises, alors que Napoléon organise des lycées qui étaient déjà des affaires laïques. C'est le premier seuil. L'État n'assure plus le salut de ses citoyens et s'estime incompétent dans le choix des doctrines. Toutefois, il a des accords de préférence avec telle ou telle religion, tout en respectant les autres. Le deuxième seuil, c'est celui que nous connaissons, c'est-à-dire la Troisième République. Et là, on voit tout de suite que l'État, il y a une grosse différence. L'État ne reconnaît plus aucune religion, il n'en subventionne aucune, mais il les permet toutes, sans en privilégier aucune. Il considère que la loi civile doit l'emporter sur la loi religieuse, d'où la nécessité que nous avons tous d'aller d'abord à la mairie avant d'aller au temple ou à l'église, ou à la synagogue. Et l'État s'engage seulement à une pratique paisible de la religion pour tous, et de ce fait, on peut dire qu'il protège également la religion. Il la protège, mais il ne la subventionne pas. Il se tient à distance, il ne cherche pas non plus à la contrôler dans les décisions dogmatiques, ce n'est pas son problème. Il permet véritablement l'exercice de tous, mais en n'intervenant pas dedans. Ce qui veut dire plus de budget des cultes. On peut même aller plus loin, et actuellement, le mot laïcité recouvre beaucoup de choses différentes. La laïcité, ce n'est pas une idée, comme dirait Spinoza, une idée adéquate, pure, qui n'a qu'une seule définition, qui se suffit à elle-même. C'est quand même un ensemble plus vaste, avec des sensibilités totalement différentes. On peut aller plus loin. Être laïque, ça peut être contre la religion, ce qu'on a appelé le laïcisme. On peut aussi être laïque en étant totalement libéral.
c'est ce qui se passe aux États-Unis. La religion est l'affaire de chacun, ils se contentent d'enlever des impôts, les dons, et ils ne gèrent rien du tout. Ce qui veut dire que dans cette définition, il n'y a pas non plus le mot secte. Aux États-Unis, il n'y a pas de secte. Il n'y a que des églises. Après tout, ça a des arguments forts. Nous avons actuellement en France, à l'Assemblée nationale, une commission qui s'appelle la Millivunde. On n'a jamais vu la Millivunde supprimer des sectes. Alors qu'il faut bien reconnaître l'action majeure de diminution de certaines sectes françaises s'est faite grâce aux impôts. Tout comme on a pu coincer Al Capone grâce aux impôts et non pas à cause de ses meurtres, parce qu'il y avait toujours tout un tas de témoins qui lui fournissaient des alibis, il est beaucoup plus facile de récupérer, de coincer une secte en ayant une enquête sur des impôts assez précise. Et donc ça permet de récupérer, de voir les transferts de fonds occultes ou les captations d'héritage. On peut aussi, troisième hypothèse, donc être contre, être totalement libéral, ou bien on peut favoriser tout le monde. Pas la même chose qu'être neutre. Et c'est à ce moment-là, on voit ça chez certains qui se disent laïcs, c'est le droit à la différence. En philosophie, ça s'appelle la critique des universaux. Mais il peut y avoir danger. Après tout, une femme kenyane dont j'ai oublié le nom, qui ne me revenait pas sur le chemin de l'allée, qui a été prix Nobel de la paix, disait dans notre pays, il est culturel de pratiquer l'excision des femmes, donc ce que vous nous dites sur l'intégrité du corps de la femme, c'est une fable occidentale. Elle ne nous concerne pas. Vous voyez où on peut aller. Donc, favoriser tout le monde, le droit à la différence, ça implique la critique des universaux. Y a-t-il des valeurs universelles à ce moment-là? Maintenant, on peut dire qu'il y a un apaisement général sur le mot laïcité, et c'est surtout vrai avec les chrétiens, et on y reviendra, l'Église catholique, depuis Vatican II, et bien avant, a fait la paix et considère que la laïcité à la française est une valeur positive qu'elle a fait sienne. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Alors c'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais que vous fussiez autour de moi. La première raison, c'était que, comme j'ai une formation anglo-saxonne, j'aime bien que les gens m'interrogent, voire me coupent, parce que si je me suis mal exprimé, c'est de ma faute s'ils n'ont pas compris, et pas l'inverse. Et puis l'autre chose, c'était parce qu'une religieuse m'avait fait un cadeau qui est une collection des pèlerins de 1909 à 1910, et j'ai l'air 3 volumes, et là-dedans, j'ai sélectionné quelques petites caricatures de francs-maçons qui sont vraiment impressionnantes. Donc ça a été une bagarre importante, des deux côtés. Après 1870, la franc-maçonnerie française fait bloc avec la République, et l'anticléricalisme anticatholique essentiellement, elle fait bloc avec l'anticléricalisme dans le processus de laïcisation des institutions et le processus de sécularisation de la société. Louis Althusser, qui était ce philosophe communiste, a parlé d'un appareil d'idéologie d'État. Et il faut bien reconnaître que la franc-maçonnerie entre massivement dans l'appareil d'État, avec parfois des dérives. Hein. On y reviendra en 1905 avec l'affaire des fiches. À gauche, la laïcisation, c'est le plus petit dénominateur commun. Donc, tous ceux qui se veulent de gauche sont laïcs. Inversement, à droite, le ciment de la droite s'est divers à l'époque et puis encore maintenant, c'est l'antimaçonnisme qui en est le ciment.
Donc on voit deux camps opposés qui n'hésitent pas à s'insulter, à se faire des coups et surtout parfois à aller très très loin dans la violence verbale. Tout à l'heure vous verrez ces petites caricatures, il y en avait d'autres. Alors les étapes de cette laïcisation française, eh bien ça a été d'abord l'école obligatoire, laïque et gratuite, avec les impulsions en particulier de Jules Ferry, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Et par exemple, si tous les francs-maçons de l'époque, c'est-à-dire le Grand Orient essentiellement, étaient sans aucun doute pour l'école obligatoire, laïque aussi, gratuite, ça a posé des problèmes. Au Sénat, un franc-maçon qui s'appelait Jules Simon a quand même fait sauter le mot gratuite. C'est revenu quelques années plus tard. Vous voyez déjà, les choses ne sont pas aussi simples. La deuxième étape, ça a été l'introduction, la permission, ce qui était interdit avant, du divorce, 1884. Et à partir de 1880, les deux grandes loges maçonniques françaises, que sont le Géo, le Grand Orient de France, la plus importante, la plus ancienne, celle qui a démarré tout presque, et la Grande Loge symbolique écossaise, qui a donné ultérieurement la GNDF, milite avec ardeur pour la suppression du budget du culte, la deuxième étape de la laïcisation, la séparation de l'Église et de l'État, et la suppression des congrégations. Alors, ils y arrivent en 1904. Vous voyez, ça ne s'est pas fait tout seul, avec les ministères Combes. Émile Combes, dont vous verrez, il y en a souvent, il était né dans le Tarn, mais il s'est installé comme professeur à Pont, en Charente-Maritime, et il y est resté jusqu'à sa mort. Et le petit père Combes, Émile Combes, était on le prend pour un anticlérical absolu, athée, violent, etc. En fait, il était sans aucun doute anticatholique parce qu'il avait été refusé au séminaire. Mais il était déiste, il pensait qu'il fallait une morale laïque avec un être suprême, un peu robespierriste. Et donc, par deux sortes de lois, la loi de 1904, où on interdit l'enseignement congréganiste, et puis en 1905, où il y a la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État, avec obligation que les biens de l'Église deviennent propriété de l'État, avec aussi expulsion parfois des congrégations, avec également l'obligation de faire des associations de 1901, d'où l'abondance d'associations de 1901 qui peuvent exister dans toutes les religions comme en France. Et donc ça a été vraiment une grande loi où la violence polémique a été extrême. D'autant qu'à la même époque, le Grand Orient avait décidé de lutter contre ce qu'il appelait la canonisation des armées. Et il voulait qu'il y ait une majorité d'officiers qui fussent républicains alors qu'ils étaient en grande majorité monarchistes. Et donc, le Grand Orient a demandé à tous les vénérables de toutes les loges d'envoyer des fiches sur toutes les villes de garnison où on disait, on essayait de décrire l'état d'esprit des officiers. Ça a fait un grand scandale quand ça a été révélé. Des gens comme Léon Daudet, qui était d'ardents polémistes,
de droite ont pu l'oser là-dedans, ils y sont allés sans problème. En fait, quand on regarde bien l'affaire des fiches, certes, c'était un scandale qu'une obédience maçonnique se mêle là de faire la police, c'est pas son rôle. Toutefois, les commentaires étaient la plupart du temps anodins. On se trouvait que voulez-vous que fit ou que conduit exactement un vénérable de Niort qui est par exemple employé municipal sur l'état d'esprit qui peut régner dans la caserne où se tenait dans le messe des officiers, qui était honnête. C'était pas très très important. Et le maréchal Joffre, qui d'ailleurs était franc-maçon, avait dit que cette affaire était ridicule quand on connaissait la bénignité des parlottes maçonniques. Vous voyez, c'était assez. On prenait du recul. Donc, voilà où nous en sommes. Ceci dit, cette séparation de l'Église et de l'État, qui a été comprise au début de déclaration de guerre anticatholique, en tout cas elle a été comprise comme ça, depuis, on s'est rendu compte que ça a été une véritable bénédiction. Ne serait-ce que sur le patrimoine immobilier. Entretenir la cathédrale de Paris, heureusement que c'est une charge d'État. Parce que sinon, bon, entretenir la cathédrale de Reims, qui était déjà en très mauvais état, c'était aussi quelque chose, une charge phénoménale. Les communes ont eu la charge de s'occuper, de restaurer, de maintenir leurs églises. Alors qu'avant, c'était une charge de l'Église ou des églises. Ce qui fait que pour les protestants, dont je fais partie, la loi de séparation de l'Église et de l'État n'a pas été une bonne affaire financière du tout. Parce que les temples nous appartiennent, il faut donc les entretenir. Ça, c'est un peu coûteux, et ce qui explique que vous avez de nombreux petits temples campagnards des Deux-Sèvres, dans la forêt qui sont encore revendus, transformés en garage, je ne sais pas quoi. Et chez les Juifs, ça a été même encore plus important, puisque c'est une association en 1901, et ils voulu rester absolument libres de tout, ce qui fait que le salaire des rabbins n'est pas en péréquation. Si vous êtes rabbin d'une communauté riche, vous avez un bon salaire. Si vous êtes rabbin d'une communauté pauvre, vous avez un petit salaire. Parce qu'il est payé en fonction de ce que... Vous voyez tout de suite que cette loi de séparation de l'Église et de l'État, quand on regarde les choses avec le recul historique suffisant, ça a été finalement une bonne chose. Ça a permis aussi à l'Église de se concentrer davantage, l'Église catholique, de se concentrer davantage sur une mission spirituelle qu'une mission purement matérielle. Je viens de manger. On ne peut pas faire que ça. Alors actuellement, en France, quid de la laïcité et de la franc-maçonnerie? De ce que je vous en ai dit, déjà, il est clair que la laïcité, c'est une référence obligée de toute la franc-maçonnerie française jusqu'en 1960, sans aucune variation, mais que progressivement sont apparues des différences. Ainsi, les francs-maçons sont divers, il n'y a pas de vote maçonnique en soi, il n'y a pas de pouvoir occulte maçonnique, malgré ce que peuvent sortir les journaux, sinon ça se saurait. Il y a éventuellement des combines, mais ça c'est hélas la nature humaine qui n'est pas bonne. Vous avez ça après court au Paris, aussi. Donc il y a plusieurs sensibilités. Il y a une aile anticléricale très violente, très bruyante, mais beaucoup plus bruyante qu'efficace. C'est parfois, on les voit dans des associations comme la Libre Parole, qui est l'organe des libres penseurs. Je
Je serais curieux de savoir combien ils ont en réalité de lecteurs et d'abonnés. Ça doit être très, très peu. Il y a aussi une autre branche qui est la recherche des valeurs laïques et de la morale laïque. C'est très important, à tel point c'est que devant les affaires du foulard islamique, devant les affaires récemment de Charlie Hebdo et du supermarché Cacher, le Grand Orient, dans sa circulaire de février 2015, demande à toutes les loges de France de réfléchir et de proposer une morale laïque à destination de l'enseignement. Parce qu'ils se rendent compte que ce qui faisait l'unité de la nation est en train de partir en sucette. Vous voyez, c'est aussi un gros souci de morale laïque, celle de la plus grande obédience française qui est le Grand Orient. Il y a aussi la recherche, après la morale, d'une spiritualité laïque. Il y a eu un auteur maçonnique assez intéressant, qui est décédé en 89, qui s'appelle Jean Mourgue, et qui a écrit un bouquin sur la spiritualité publique. Peut-être le trouverez-vous dans les livres d'occasion, parce que à l'époque, 90, ça a dû se vendre autant que cercueils de place. Vous trouverez ça facilement dans la page, dans les livres de musique. C'est assez intéressant de voir cette recherche d'un homme qui était quand même pas rien, puisqu'il était professeur de philosophie à Normal Sud, quelqu'un qui connaissait son boulot, essayer de définir une morale laïque. Y arrive-t-il? Tiens, Mourgue, M-O-U-R-G-U-E-S. C'est très intéressant. Mais vous avez ça aussi ailleurs. Bon, alors attendez, je vais causer plus près. Vous avez ça aussi ailleurs. Lisez les dialogues entre Luc Ferry et André Comte-Sponville, la sagesse des anciens et la sagesse des modernes, où ces deux personnes, l'une idéaliste et l'autre purement matérialiste, André Comte-Sponville, essaient de définir une spiritualité laïque. C'est assez compliqué, hein. Moi je l'ai relu, c'est très intéressant ces bouquins-là. Je trouve que André Comte-Sponville est remarquable dans la morale antique, qu'il connaît admirablement bien et qu'il explique très simplement. Et on voit la difficulté de ces deux penseurs, un athée idéaliste, Luc Ferry, et un athée matérialiste qui est André Comte-Sponville. On sent que ça ne va pas venir tout seul, il va falloir réfléchir longtemps. Et puis, il y a aussi chez les francs-maçons laïcs des positions sur des problèmes à incidence morale ou religieuse. Rappelons-nous la querelle atroce qu'on a pu faire à Madame Veil ou à Lucien de Vire pour la contraception, puis Madame Veil pour l'IVG. Eh bien, les francs-maçons, là, en particulier la Grande Loge de France, avec son grand maître en exercice de l'époque, M. Simon, a vraiment fait beaucoup. Mais le maître d'œuvre, ça n'a pas été un franc-maçon, ça a été M. Lucien de Virte, qui n'était pas du tout franc-maçon, et qui était un homme remarquable, grand résistant. Il y a aussi le problème du mariage pour tous. Il y a aussi le problème du mariage pour tous. Et honnêtement, là, la franc-maçonnerie n'a pas ni parlé d'une seule voix, ni vraiment pioché le problème. Il y a eu aussi le problème de l'euthanasie, avec des gens comme Philippe Simon, on reviendra tout à l'heure, qui est décédé récemment, l'ancien sénateur du Lot, qui lui était pour l'euthanasie. Et les loges ont réfléchi là-dessus. Enfin, le dernier point, c'est ce que je vous disais aussi, parce que, après tout, la pédagogie, c'est la répétition.
se pose le problème de la laïcité. Est-elle une valeur universelle? Pouvons-nous dire que la laïcité à la française doit s'imposer au monde, aux autres mondes qui n'ont pas forcément cette valeur? Donc, il y a du boulot pour les loges, mais il y a du boulot pour les choses. On voit tout de suite que des problèmes comme la recherche des valeurs laïques, nous ne sommes plus dans une société unireligieuse ou même à une seule sensibilité qui serait la sensibilité chrétienne, ou judéo-chrétienne, mais arrive une masse de gens qui n'ont aucune sensibilité pour qui le système des valeurs judéo-chrétiens ne signifie pas grand-chose, ou bien qui sont dans une autre tradition telle l'islam. Donc, rechercher les valeurs laïques, la morale laïque, qui fait le ciment, le plus petit dénominateur commun d'une nation. Il y a du boulot. Et les francs-maçons, là-dedans, n'ont plus de grands penseurs, comme l'était Jean Mourgue, et il faut bien reconnaître, hélas, et, en France, et ils invitent par contre volontiers des penseurs qui planchent devant eux. Alors, troisième point, ça va, c'est clair? J'ai pas été violent contre les catholiques, les protestants, les francs-maçons, ça vous va? Bon. Je bois un petit peu parce qu'il n'est pas tout ça, mais... Oui, oui, bien. Alors, voyons un petit peu le problème maintenant à travers les grandes obédiences maçonniques françaises. D'abord, cette multiplicité d'obédiences est une spécificité des pays latins. Dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne, il y a une seule grande organisation, la Grande Loge Unie d'Angleterre, ou bien aux États-Unis, une des grandes loges par État, c'est parfait. Des grandes loges par État, ou bien des conférences de grandes loges, comme la Grande Loge du South America, qui fait toute la conférence sud, qui est basée en Caroline, à Atlanta, et puis la juridiction nord, qui est à New York. Mais c'est tout le monde fait partie de la même organisation. Quand vous quittez l'État de l'Arkansas, vous allez en Iowa, c'est les mêmes, quoi. De même, en Allemagne, vous avez les grandes loges unies, avec toute une histoire différente, parce que l'Allemagne est un pays qui s'est unifié très tard. Il y avait des États encore. L'empereur d'Allemagne, c'était un empereur désarmé. Et en deux mots, et en un seul mot, c'est-à-dire désarmé, parce qu'il utilisait le plus petit commun dénominateur qui était le militarisme, mais quand il voulait faire passer une loi, il fallait que ce soit enregistré en Bavière, dans l'État de Hesse, dans l'État de Saxe, les gros États. Dans les villes libres, c'était pas facile, hein. Dans les Landsrats, comme en Alsace, ça se passait mal. Donc en France, en Belgique, où d'ailleurs c'est un pays concordat entre l'Église catholique et l'État belge, en Espagne, au Portugal, en Italie, c'est un peu... ça part dans tous les côtés, quoi. C'est, comme disent mes amis anglais, the Latin, le time mess, bordel latin. Don't mess with you. Alors, on va donc, il est hors de question que je vous fasse le topo des 45 obédiences françaises, dont certaines sont très petites. Donc, j'en ai listé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça suffira bien. Alors, on va parler d'abord les obédiences françaises, on va commencer par les plus grosses, et puis aller aux plus petites. Vous avez la plus grosse en France, la plus ancienne, c'est le Grand Orient de France. Le Grand Orient de France se veut non dogmatique, et précise-t-il dans la dernière rédaction de ses constitutions, il se veut progressif et
progressiste et progressif, c'est-à-dire qui veut le progrès, mais d'une façon, on va dire, soft, pas révolutionnaire. C'est très, très intéressant à noter, puisqu'il y a eu à un moment donné un grand maître du Grand Orient qui s'appelait Fred Zeller, un peintre de talent, qui fut quand même le secrétaire de Trotsky. On voit l'évolution d'un personnage. Et le Grand Orient de France provoque un véritable scandale mondial en 1877, où on élimine la notion de grand architecte de l'univers. Toute la franc-maçonnerie se fait sous les auspices du grand architecte de l'univers, qui est Dieu, ou une puissance quand on est déiste. Là, c'est supprimé. C'est pas supprimé, c'est pas interdit, c'est supprimé. Laisse la liberté aux loges de faire l'invocation au grand architecte de l'univers si elles le veulent. Ceci dit, la pression de l'institution, qui était un appareil d'État idéologique, comme le disait Louis Althusser, a fait que la quasi-totalité des loges du Grand Orient ont supprimé cette invocation. En disant, bon, ben, c'est à chaque maçon de parler du grand architecte de l'univers, si tel est son désir. Mais nous, on est neutre. Et le Grand Orient a la réputation un peu usurpée d'être à gauche. Ça a sûrement été vrai, ça l'est probablement encore un peu, mais il y a beaucoup de frères du Grand Orient qui sont des gens du centre, centre-gauche, centre-droit. Les rares de voir des francs-maçons qui sont dans des extrêmes, d'extrême droite ou d'extrême gauche, par contre, ils se trouvent volontiers au centre. Eh bien, ce Grand Orient, lui, se veut, vous disais-je, véritablement l'héritier de cette laïcité à la française. Il défend les valeurs morales laïques, les valeurs de l'enseignement. D'ailleurs, les fondateurs des maçons, de la Ligue de l'enseignement étaient francs-maçons du Grand Orient. Et donc, c'est une obédience qui se veut ouverte, mais très laïque. Il existe quelques loges encore du Grand Orient qui sont très anticléricales. Mais c'est plus pour, je dirais, un rappel historique qu'une réalité complète. L'autre grande obédience, c'est la Grande Loge de France. Alors elle est réputée davantage à droite, c'est à voir. Là aussi, pas de caricature, les francs-maçons sont des gens compliqués, divers, réfléchis, ils n'aiment pas trop la discipline, et on dit, comme pour les juifs et les protestants, 2 francs-maçons, 3 opinions. Donc, la GLDF continue à ouvrir ses travaux sous les auspices du grand architecte de l'univers. Elle se veut laïque, elle aussi. Elle se veut laïque, elle aussi, avec des positions de laïcité apaisée. Je ne pense pas qu'il y ait des loges qui puissent, à la GLDF, là, je m'avance un peu, mais je ne crois pas qu'il y en ait qui soient très anticléricales. Ce sont des relations apaisées. Et vous avez le dimanche matin des émissions à la télé où il y a, selon les horaires, vous avez les juifs, les protestants, les catholiques, etc. Et bien, une fois par mois, il y a les francs-maçons. Et une fois, j'avais écouté, il y avait un représentant du GLDF et puis un évêque qui discutait vraiment. La GLDF et le GO se sont réunis pour des missions laïques de paix, en particulier
réguliers avec des représentants des églises catholiques et protestantes pour promouvoir la paix à Nouméa. C'était la mission Rocard. S'il n'y avait pas eu tous ces gens-là, il est probable que ça aurait été rapidement sanglant, sur grande échelle. La troisième obédience, c'est une obédience féminine, qui est la Grande Loge, la GLFF, la Grande Loge féminine de France, qui, elle aussi, est très laïque, mais une laïcité apaisée comme la GLDF. Une beaucoup plus importante, enfin, en égale importance, vous avez une obédience qui s'appelle le droit humain, qui est une obédience mixte. Et cette mixité a été fondée par des Français. Et avec Maria de Rême. Et donc, ils le sont aussi pour une mixité, pour une laïcité apaisée. La quatrième obédience, c'était autrefois ce qu'on appelait la GLNF, qui a explosé en vol, voilà, il y a de ça 3 ans, avec des bagarres à cause d'une personnalité très contestable d'un grand maître, et elle s'est séparée en deux, l'Alliance maçonnique, et puis ce qui s'appelait encore la Grande Loge nationale de France, où là, non seulement on ouvre les travaux sous les auspices du grand architecte de l'univers, et on précise qui est Dieu. D'autres termes, quand on fait entrer un impétrant dans ses obédiences, on estime et on pose la question, croyez-vous en Dieu? Et si on répond honnêtement, non, à la limite, on peut soit utiliser le cache-sexe de dire, bon ben, oui, mais croyez-vous en une puissance supérieure? Petit cache-sexe, mais l'honnêteté voudrait qu'à ce moment-là, la personne se retire. Alors celles-là, donc, GLNF et Alliance maçonnique ont été très fortes, puisque avant cette explosion, il y a de ça 3 ou 4 ans, elle était la deuxième obédience de France, avec près de 40 000 membres. Le GE en faisant 50 000 à peu près. Enfin, il y a beaucoup, et on s'arrêtera là, une obédience particulière qui est d'importance moyenne, qui est issue, qui est une maçonnerie traditionnelle, qui s'appelle la Grande Loge Opéra, qui, la GLTSO, qui, elle, ouvre aussi ses travaux sous les auspices du grand architecte de l'univers, et qui, là aussi, se présente comme une laïcité apaisée. La GLNF et l'Alliance maçonnique ne répondent pas aux questions êtes-vous pour la laïcité, ils répondent oui, mais ils disent voilà, nous ne sommes pas là pour avoir des projets de société, nous pensons qu'avant de changer la société, il faut changer l'homme. Et donc nous n'avons pas à nous proposer à nous prononcer sur des problèmes de société. Et donc c'est en pratiquant la façon la plus pure possible le rite qu'on change l'homme, et que donc un homme changé change la société, alors qu'une société, bien sûr des hommes peut changer, il suffit que la société change pour que aussitôt on revienne à des trucs épouvantables. Voilà l'idée à peu près générale de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obédiences. Et j'étais clair. Avez-vous des questions? Oui. Alors vous avez dit que quand on rentre dans une loge Maçonnique, oui. on pose la question, croyez-vous En Dieu. en Dieu? Dans certaines obédiences. Ah non. Celles qui demandent de croire en Dieu posent la question. Les autres
se considère comme neutre ne pose pas la question. D'accord. Donc, il n'y a pas de question. Non. Quoi? On considère l'obédience qu'on appelle adogmatique, considère que c'est le problème du maçon et pas celle de l'obédience. D'accord. Et vous avez dit tout à l'heure, c'est en pratiquant le rite qu'on change l'homme. C'est-à-dire, c'est quoi pratiquer le rite? Alors, on appelle rite en franc-maçonnerie l'ensemble des cérémonies, essentiellement questions-réponses, et aussi agencements qui permettent de mener à bien une cérémonie maçonnique. Donc, vous en avez pour chacun des 3 grades, quand il y a d'autres grades aussi, et dans certaines obédiences, il y a également un morceau, un topo qui est fait, et qui est susceptible d'être discuté. Cette discussion servira à faire des rapports finaux qui seront parfois, comme pour le Grand Orient qui demande d'élaborer à chacune des loges, d'élaborer des éléments d'une morale laïque, ça va retourner au siège central, puis aller faire un rapport final. Alors de temps en temps, ça se termine en bouillie par les chats, ça, forcément. Mais ça peut être très intéressant. Par contre, alors on peut, je vous dis, ce qui a été très intéressant, c'est de voir, par exemple, la remontée des loges pour la contraception. Ça a été vraiment une œuvre maçonnique, alors que, par exemple, le vote des femmes, la franc-maçonnerie française est passée complètement à côté. C'est le général de Gaulle qui imposa, et puis c'est tout. Pardon? Oui, je me permettais de dire, c'est normal, il y a très peu de loges féministes. Alors, ça c'est une autre question. Effectivement... Là, sur les 7 que vous avez présentés, il y en a une seule qui est mixte. Elle est mixte. Elle est mixte, oui. Alors, il y en a d'autres plus petites mixtes, hein, mais j'ai situé les plus importantes. Alors, il y en a une qui est purement féminine. Oui, mais vous avez raison quand même. Même si j'ai cité tout ça. Effectivement, le recrutement de la maçonnerie, on a pensé qu'en faisant des grandes loges féminines, il y aura un afflux de femmes. Pourquoi? Je ne sais pas. Souvent, les femmes ont 2 métiers. Hein, celui de faire leur métier professionnel et puis celui aussi de faire leur travail à la maison. Ben oui, ça fait 2 métiers. Souvent, hélas, l'apanage, l'éducation des enfants, c'est un boulot essentiellement féminin, la tenue des... Et donc ces femmes-là, ça leur fait 2 boulots. Elles n'ont peut-être pas envie le soir de sortir. Ou en tout cas d'aller régulièrement en tenue de loge. C'est assez vrai. Le Grand Orient a permis la mixité dans certaines loges, celles qu'ils veulent. On en a vu au début pas mal, et puis c'est retombé, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une écrasante majorité d'hommes, et pas n'importe lesquels. Les professions libérales, les professions d'autorité, les gens qui disposent d'une certaine éducation. L'Assemblée, par exemple, l'éducation nationale, autrefois, très peu de paysans, très peu d'artisans, très peu également l'autre extrême des narques. Le dernier grand maître actuellement en exercice du Grand Orient de France, qui s'appelle Keller, est une rareté. Il faut dire que lui a empilé les diplômes comme d'autres les chaussettes, puisqu'il a fait Normal Sup, Sciences Po, l'ENA, et puis je ne sais plus quoi encore. Donc, mais c'est une rareté, effectivement. Les énarques ne sont pas du tout... Il y a très peu d'énarques qui soient francs-maçons. Alors, ce que vous venez de décrire, le recrutement, si je puis dire, c'est un état de fait ou c'est une volonté d'éviter? Non, c'est un état de fait. C'est d'ailleurs tout à fait dommage. Oui, parce que c'est très élitiste. Exactement. Exactement. Et vous ne remettez pas en question le pourquoi
pour les femmes? Si, bien sûr, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Puisque, que ce soit... non, c'est pas l'égalité, elle existe en franc-maçonnerie. Mais l'accès, le désir des femmes n'est pas aussi important pour l'entrée en franc-maçonnerie que ne l'est celui des hommes. Est-ce que vous incitez un peu justement à ce que les femmes aient envie? Alors moi je fais partie d'une obédience masculine, donc avec votre permission, je ne m'occupe pas de ça, mais effectivement c'est un problème. Dans les loges anglo-saxonnes, est-ce qu'il y a le problème de l'équité qui se pose ou est-ce que c'est comme chez nous une dominante masculine? Alors dans les loges anglo-saxonnes reconnues, il n'y a pas de femmes. Bon. Une volonté délibérée. C'est une volonté parfaitement délibérée, c'est dans les règlements. Parce que c'est bon de temps en temps de le rappeler, de chapeauter. Alors ceci dit, les anglo-saxons ont compris très vite que ça posait problème, et donc il y a une franc-maçonnerie anglaise féminine, mais elle a été obligée de venir en France récupérer les rituels des hauts grades. Et vous avez des styles paramaçonniques américains, ce qu'on appelle Eastern Star, qui est une des assemblées de femmes, mais méfiez-vous parce que la franc-maçonnerie anglaise et anglo-saxonne se distingue essentiellement par des œuvres de bienfaisance. Et donc il y a des hôpitaux, il y a des crèches, il y a des... c'est très important. Pardon? Alors ça coûte beaucoup d'argent, oui. Ça coûte beaucoup d'argent et heureusement il y a... les Américains ont pas mal d'argent, les Chinois commencent à en avoir. Par contre, il y a des zones où il peut s'appauvrir brutalement. L'Australie, par exemple. Pouvez-vous nous parler du parcours initiatique? C'est-à-dire quelqu'un qui aspire à être franc-maçon, par quelles étapes entre le désir et puis la réalité, et quelles sont les conditions pour que cette entrée se fasse? Est-ce qu'il y a parrainage? Est-ce qu'on s'intéresse à la vie personnelle? Est-ce qu'on fouille son passé? Réponse. Vous avez deux moyens pour devenir franc-maçon. Le premier, c'est le moyen traditionnel, c'est-à-dire que vous pensez qu'un tel est franc-maçon, vous essayez de vous en assurer, et puis vous lui faites part de votre désir. Bon. Ou bien, plus directement, vous écrivez directement à l'obédience, soit par une lettre classique, soit par Internet. Bon. D'habitude, on va vous faire mariner. Parce que c'est comme les vocations, il y a beaucoup de gens qui sont très pour au début, vous savez, c'est un peu la parabole du semeur, il en jette un petit peu sur le... Avant que ça tombe dans la bonne terre, il y a les épines, il y a... Bon, et ça pousse tout de suite, et puis il n'y a pas de fond, et donc rien du tout. Donc, en gros, les gens qui font des demandes par... Internet, dans mon expérience personnelle, on a un déchet de 70%. 70 à 80%. Une fois que vous avez fait ça, c'est pas fini. C'est pas fini parce que vous verrez arriver un jour quelqu'un, il y en a même 3, qui va vous demander ce que vous faites. Avez-vous les disponibilités de temps? Est-ce que votre épouse est d'accord? Aussi, parce que les engagements pris avant la maçonnerie l'emportent sur ceux qui sont pris après. On ne peut pas prendre d'engagement qui fiche en l'air le passé. Si vous êtes marié et que votre femme s'y oppose, on sait que ça va poser des problèmes. Si vous n'avez pas le sou, ça posera aussi des problèmes. Si vous n'avez pas de disponibilité, ça va poser des problèmes. Moi, j'ai connu très bien une loge où il y avait des acteurs de cinéma, et un acteur de cinéma et auparavant un clown célèbre,
eh bien, on ne le voyait jamais. Il est toujours parti à droite et à gauche. Alors, à la limite, à quoi ça servait? À rien. Vous comprenez? Et puis, on va vous demander également une feuille de... voir si vous avez été condamné. Pardon? Un casier judiciaire. Ça, c'est pour éliminer aussi... bon. Donc, si vous avez une contravention pour stationnement, bon, c'est pas marqué dessus, c'est pas très grave. Et puis, on tâchera de se renseigner aussi, parce que c'est peut-être pas la peine de récupérer tous les escrocs qui se sont fait virer à droite et à gauche. Donc, certaines obédiences ont des accords où ils se donnent les motifs de radiation de tel ou tel. Parce que vous avez de véritables escrocs qui font le tour complet. Hein. Pardon? Oui. Ouais, alors s'ils vont là où ils vont du fric faire de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais fait de fric avec la franc-maçonnerie. Hein. Ça m'a coûté beaucoup, hein, par contre. Pardon? En fait, l'escroc, ce qu'il veut, c'est... Il ne peut fonder son activité que sur le maintien du lien social. Donc, dans toutes les zones où il y a un lien social très puissant, il va y aller. Et la franc-maçonnerie en fait partie, mais il y en a d'autres. Hein. Bon, pour en revenir à vous, un jour vous serez reçu, vous aurez répondu à tout ça, on votera, la loge votera pour voir si vous êtes d'accord, s'ils sont d'accord ou pas, et puis un jour vous recevrez une convocation. Voilà. Est-ce qu'il y a des parrains? Pardon? Est-ce qu'il y a un parrainage? Oui. Oui, oui, ce seront ceux qui auront enquêté ou qui répondront de vous. D'où la nécessité de ne pas se tromper, quoi. Hein. Vous avez des gens qui veulent entrer en franc-maçonnerie alors que celle-ci ne leur apportera rien. Pourquoi vouloir entrer en franc-maçonnerie? Pourquoi vouloir entrer en français? Alors attendez, on dévie complètement du sujet qui était laïcité et laïcité franc-maçonnerie. D'autant que j'ai un petit chapitre à côté. Mais je vais répondre. Je vais répondre, tâcher de répondre en tout cas. Pourquoi suis-je devenu franc-maçon? Parce que c'est très facile de dire en réalité, en fait, ce sont des sommes d'expériences personnelles. Eh bien, je suis entré en franc-maçonnerie parce que je voulais rencontrer des gens divers que sans la franc-maçonnerie, jamais je n'aurais rencontré autrement. Et j'ai pris conseil et un croyant, un dignitaire religieux m'a dit: tu devrais regarder. Tu devrais y aller. Ça devrait te faire du bien, et puis tu verras, il suffit, si ça ne te plaît pas, eh ben, tu donnes ta démission en une lettre, tu payes tes cotises, et puis tu t'en vas. Ce qui est d'ailleurs pas mal. C'est très difficile pour rentrer en franc-maçonnerie, c'est très facile d'en sortir, c'est l'inverse d'une secte. Une secte, c'est très facile de rentrer, c'est très difficile de sortir. Donc là, il suffit de faire une lettre de démission, et puis c'est bon. Ce que je voulais vous dire maintenant, c'est mon dernier chapitre. C'est vous faire comprendre, vous qui êtes plutôt catholique, ou pas forcément, en tout cas faire comprendre aux laïcs et aux catholiques l'opposition importante qui a toujours présidé entre l'opposition, les conflits entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie. Elle se différencie maintenant, mais hier et avant-hier, elle s'opposait énormément. Alors d'abord, moi, après réflexion, je me suis dit, il y a 3 zones où les catholiques et les francs-maçons se sont opposés. La première zone est totalement disparue actuellement. C'est la question du pouvoir temporel. La première bulle, si la franc-maçonnerie a été fondée en 1717,
En 1738, le pape Clément XII fait une bulle d'excommunication de la franc-maçonnerie dès le début. Parce que le pape était à l'époque un seigneur, il avait les états du pape. Or, il voyait se développer des gens qui s'assemblaient secrètement et qu'on ne pouvait pas contrôler. Donc, ce pouvoir, en 1742, Benoît XIV, un autre pape, renforce la chose. Et en 1884, après le Risorgimento italien, où les laïcs italiens, dont beaucoup de francs-maçons, dont Garibaldi, ont été les héros, et qu'ils ont piqué les états du pape, le pape l'a vécu très très mal, et Léon XIII augmente les sanctions en 1884, des bulles in eminenti de 1738 et de Providas de 1742. Ce problème est réglé, il n'y a plus de problème de pouvoir temporel du pape, il est totalement dépassé. Le Vatican, c'est un État, mais tellement il est symbolique. La deuxième chose, c'est la tolérance. Et à l'époque, c'est en voie d'être dépassé, et l'Église catholique, en particulier depuis Vatican II, préfère, pour les gens qui lui sont différents, l'écoute et le respect. Mais ce n'était pas le cas au début du 20e. Un pape, je ne me rappelle plus lequel, avait quand même dit qu'il était totalement injurieux pour l'Église de discuter avec les gens qui n'étaient pas de son avis, puisqu'elle seule détenait la vérité, et qu'en conséquence de quoi on ne discute pas avec l'erreur. Mais c'était dit textuellement. Donc vous voyez, alors que la franc-maçonnerie, elle justement, par un assemblement de gens divers, pratique la tolérance. Si vous n'êtes pas tolérant, ce n'est pas la peine d'aller en franc-maçonnerie, parce que là, très vite, on va vous faire comprendre que votre place n'est plus là. Il faut savoir écouter l'autre. Donc, sur cette position très ferme de l'Église, du début du XXe siècle, sont apparus le Vatican II, la modification du Code du droit canon en 1983, et en 1985, un article du journal officiel de l'Église catholique, s'appelle Osservatore Romano, dit carrément, on peut ne pas passer par la religion catholique et la médiation ecclésiale. Donc vous voyez, cette espèce de tolérance est vraiment en voie d'être dépassée. C'était le deuxième point d'achoppement et d'opposition entre franc-maçonnerie et Église. Et le troisième qui demeure toujours, surtout après les déclarations du cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, en 1993, c'est la critique fondamentale à ses yeux du relativisme. Par son refus de choisir, la franc-maçonnerie rend tout relatif, et si tout se vaut, rien ne vaut. C'est une position très importante qui n'a pas été jusqu'à présent renouvelée. On y est resté là. Et c'est une position qui, philosophiquement, a un poids très important. On ne peut pas aboutir à un relativisme total. Il y a quand même le bien et le mal, même si il y a quand même plus de bien que de mal. Enfin, si tout se vaut, le Cambodge, les camps de concentration se valent aussi. C'est un autre système de valeurs. Qu'avez-vous à juger? Ah non, quand même. Il y a atteinte à l'universalité, à la dignité humaine. Voyez-vous? Donc là, cette critique du cardinal Ratzinger de l'époque, cette critique du relativisme explique qu'il termine en disant
Voilà. Être franc-maçon pour un catholique, c'est un péché grave, mais qu'il n'entraîne pas l'excommunication. Alors qu'autrefois, si. Et le droit canon de 1983 avait supprimé toutes les nommément la franc-maçonnerie et les associations qui complotaient contre l'Église. Donc il faut que vous compreniez bien ces trois choses, ces trois pierres d'achoppement, le pouvoir temporel qui n'existe plus, la tolérance qui est en voie d'être dépassée, et puis aussi le relativisme qui demeure. Si vous voulez donc, si nous voulons donc pouvoir travailler fraternellement, c'est pas de se bagarrer sur des valeurs absolues, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec vous. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, on doit rendre la salle à 10 heures. Hein. Oui, c'est vrai. Mais peut-être vous ne pouvez pas répondre comme ça. Mais c'est quoi en réalité être laïque? Parce qu'on est catholique, on peut être franc-maçon, on peut être protestant, musulman. Mais c'est quoi être laïque? Excellent. Excellente question. C'est ce que je vous disais, c'est aussi les raisons. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Je vous ai montré tout l'éventail des différentes possibilités et sensibilités. On se trouve face à un symbole qui est vaste et vague à la fois. Est-ce que ça vaut le coup? Après, il y a deux positions. La position qu'on va dire fixiste, philosophique et des essences. Vous me définissez exactement, et puis est-ce que c'est la bonne définition, etc. Et puis vous avez une position d'éthique qui est, bon, qu'est-ce qu'on fait avec? Vous voyez? C'est pas pareil. Et dans ce cas, ouais, bon, eh ben on va faire les choses laïques, dans ce sens-là, ça va être laïque. Mais je m'autorise à ce que dans un autre endroit, ce soit également laïque, mais un petit peu différent. Mais effectivement, c'est une chose, un gros ensemble vaste et compliqué, confus. Voilà. Si Spinoza, en tout cas Descartes, nous dit les idées doivent être claires et distinctes, on peut dire que la laïcité est distincte mais peu claire. On distingue. C'est pour le temps du respect de l'autre. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais il ne peut pas y avoir de respect sans action. C'est comme une foi qui ne se ferait pas sans les œuvres. Pourtant, c'est un protestant qui vous dit ça. Hein. Mais une foi sans les œuvres, nous dit l'épître de Jacques, c'est un feu de paille. Si vous voulez prouver votre foi, il faut la traduire dans le réel. Là, c'est pareil. Le respect, c'est gentil, mais j'aime bien le respect. Sympa, mais c'est pas intéressant, quoi. C'est ce que je fais avec cette personne que je considère respectable. Parce que je pourrais la respecter de très loin. Ah oui J'aime bien quand ça se traduit dans du réel. Alors ça, c'est un raisonnement maçonnique. La maçonnerie n'est pas une religion ni un succédané de celle-ci. De tous les aspects, elle ne nous dit rien sur les moyens du salut. Elle ne nous dit rien sur le salut. De tous les aspects divins, elle ne retient qu'une chose, c'est le Dieu bâtisseur. Et donc, on demande est-ce que tu te comportes à l'équerre pour toi? Est-ce que le compas, enfin ce sont des symboles, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas une religion. Ça peut être, certains excités ont pu penser que c'était ça, mais non. D'autres questions? Est-ce que la notion de neutralité, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous l'utilisez dans votre langage de laïcité? Alors,
Encore une fois, je ne parle pas au nom des francs-maçons, je vous parle de moi. La neutralité, je ne sais pas ce que c'est. L'écoute attentive et le respect, sans aucun doute. La possibilité que j'ai de travailler avec d'autres personnes différentes que moi, oui. Vous voyez ? Mais la neutralité, là, c'est, pour en revenir aux distinctions de Descartes, c'est, pour moi, ça n'apparaît ni très clair, ni très distinct. Parce que la neutralité, c'est quand même près de l'indifférence aussi. Voyez-vous ? Je dis ça parce que chacun a sa vie, hein, son histoire de vie. Moi, je suis le fils d'un soldat du général de Gaulle. Il n'y avait pas de neutralité. Il n'y avait pas de neutralité. Mais vous en parlez, nous, avec Nicolas Cadenne, qui est de l'Observatoire de la laïcité, de la neutralité de l'État par rapport. Oui. Donc, il y a une neutralité quelque part par rapport à la religion, par rapport. Oui, mais c'est une neutralité positive. N'oubliez pas ça. La neutralité positive, même actuelle, la neutralité actuelle n'est pas totalement neutre. Elle est positive. Elle protège la religion. C'est ça, la liberté d'opinion. Elle protège la liberté d'opinion. L'État protège. Elle n'est pas contre. Elle n'est pas totalement indifférente. Vous voyez ? C'est une neutralité effective, positive. On sent que ce n'est pas totalement neutre. Quand l'État décide que les citoyens doivent exercer paisiblement leur religion et qu'au besoin on fait venir les forces de l'ordre pour que les croyants puissent se réunir en paix, c'est une attitude positive. Vous pourriez dire, écoutez, moi ça c'est pas mon problème. Est-ce que la présence d'aumônerie, quel que soit le culte, dans les milieux fermés? Alors, ça c'est aussi autre. Positive, bien sûr. Dans les milieux fermés, c'est-à-dire en particulier les prisons. Dans les prisons. Mais voyez-vous, par exemple, ça c'est une notion qui n'est pas universelle. En islam, il n'y a pas d'aumônier des prisons. Ça n'existe pas. Mais il pourrait mettre sans clergé, vous pouvez avoir des aumôniers. Il y a beaucoup d'aumôniers qui ne sont pas des prêtres. Mais... Quand on parle Pardon ? En France, il y a des aumôniers. Pas beaucoup, et depuis peu. Il a fallu le président Chirac qui, tout d'un coup, a institué ça sur son dernier quinquennat, là, sa dernière présidence. Avant, il n'y avait rien. Donc vous aviez n'importe qui venait. Alors là, c'est la catastrophe. On ne sait même plus à qui on a affaire. Tandis que chez les catholiques, les protestants, on sait à qui on a affaire. Pour le... Il y a plusieurs, quand même, chez les protestants, il y a plusieurs, je dirais, comment les appelle ? Dénominations. Dénominations, hein. Oui. Ils sont fédérés, et avant, il y avait plusieurs tendances. Il y a toujours plusieurs tendances. 2 protestants, 3 opinions. Non, ça c'est dépassé. Mais par contre, pour les aumôneries, il y avait une seule, à la Fédération protestante de France, un seul responsable qui voulait parmi les différentes dénominations. Donc il y avait quand même un ordre. De même chez les Juifs. Chez les Juifs, le consistoire nommait des aumôniers après une formation, etc. La meilleure formation étant actuellement, je crois, quand même celle faite par les catholiques, pour l'aumônerie des prisons. Vous nous avez parlé du développement actuel de la franc-maçonnerie en Chine. Oui. Bon, là, c'est un pays laïque, il y a, je veux dire quand même, l'État a une doctrine. Pourquoi est-ce que les Chinois deviennent francs-maçons? Est-ce que pour eux, c'est une sorte de club un peu anglais, de gens riches et qui se fréquentent entre beaux milieux, enfin... Non. D'abord, la franc-maçonnerie se développe en Chine uniquement dans les zones développées.
c'est-à-dire Shanghai, Singapour, etc. Deuxième point, la franc-maçonnerie est un espace de sociabilité qu'on peut dire incomparable. C'est pour ça que la franc-maçonnerie s'est développée comme une traînée de poudre. Elle est apparue en Angleterre qui était cadenassée par un système de classe sociale qui était imperméable et qui venait de se taper une guerre civile de 20 ans avec Cromwell où il y avait eu le quart de la population qui s'était exterminée. Non compris ou l'Irlande où là Cromwell il avait eu la main un peu forte et on a assassiné, détruit la moitié de la population irlandaise. Donc arrive ce pasteur né à Étreilles, des Aguliers, qui s'enfuit après la révocation des Dits de Nantes, qui arrive à Londres, qui rencontre un autre pasteur Anderson, et on dit, voilà, tout le monde peut venir, tout le monde peut discuter, avoir un espace de sociabilité. Pareil pour le développement en France, où on est dans une société d'Ancien Régime. Alors je ne veux pas reprendre Alexis de Tocqueville, quoique j'aime bien, et qui nous dit que l'inégalité, il oppose la société d'Ancien Régime et la société moderne, et il nous dit que la société d'Ancien Régime se caractérise par une inégalité qui est, dit-il, insurmontable, irréfragable et irrémissible. Si vous êtes le dernier des cons, mais que vous êtes le fils du duc, vous serez duc. Et puis c'est tout, quelle que soit la valeur du fils de paysan qui peut. Donc il fallait absolument, dans cette société à caste, qu'il y ait un espace de sociabilité. C'est pour ça que ça se développe en Inde aussi. Bon, d'autres questions ? Je vais revenir à la question de la neutralité, de la laïcité. La laïcité, elle ne nous appartient pas, elle est de l'État, c'est l'État qui est laïque. Les religions ne sont pas laïques. La maçonnerie est laïque. Oui, oui. Tout à l'heure, je vous ai dit... La laïcité, c'est la garantie de la liberté d'expression et d'opinion. Nous bénéficions, nous, de la laïcité, puisque ça nous reconnaît la liberté de l'exercice de la religion. Mais est-ce que le fait que... Est-ce que la confusion ne vient pas du fait que, finalement, on attribue la laïcité à certaines institutions qui, en fait, bénéficient elles-mêmes de la laïcité, de la liberté d'opinion? Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à l'heure actuelle à faire de la laïcité aussi une religion? Sans aucun doute, mais ça fait partie de la tendance actuelle de faire du politiquement correct. Si on remonte à l'étymologie du mot laïque, autant que mes souvenirs sont exacts, dans la chrétienté, notamment dans la catholicité, il y a bien des clercs, il est laïque. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc, à l'occasion, je ne connais pas votre confession, mais pour moi, vous êtes un laïque, dans la dignité, même si vous êtes catholique. Non, c'est pas la même appellation. Ah, ben c'est pour ça que j'en reviens à l'étymologie. Je suis laïque, mais je ne fais pas partie de la laïcité. La laïcité, c'est celle de l'État qui garantit la liberté de tous. Oui, j'entends bien, mais toutefois, il faut bien reconnaître, en tout cas pour les religions judéo-chrétiennes, qu'elles sont profondément intégrées, en tout cas en France, la notion de laïcité. Alors qu'elles ne l'intégraient pas au début de ce siècle. Je vous invite à revoir mes petites caricatures du pèlerin de 1910. Je veux dire que... Alors, ne me le cassez pas, c'est un cadeau d'une vieille dame, d'une vieille religieuse, elle allait balancer ça au feu, mais donc il y a quelques marque-pages où... Non, bon, vous le verrez tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas confrontés quand même tous les uns les autres, chacun différemment, au rapport de l'homme et de la nature? Car fondamentalement, c'est quelque chose de sacré
on le met ou on le met pas selon le rapport qu'on a avec les puissances, avec l'environnement. Je crois que ça fait partie aussi d'une sorte de questionnement ou de réponse qu'on met à travers ce que les gens vivent, ce qu'ils craignent et ce qu'ils espèrent. Vous développez une pensée de Spinoza qui termine dans l'éthique Deus sive natura, c'est-à-dire Dieu ou la nature. Ou la nature, c'est dans le traité théologico-philosophique. La dernière phrase de l'éthique étant « Il faut imaginer le sage heureux ». Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut passer à l'action. La pensée sur elle-même, c'est pas bon. Ouais, bon, j'ai pas lu son bouquin. Quelqu'un l'a lu? Vous l'avez lu? C'est bien? Indignez-vous? Je l'ai pas lu. Bon, d'autres questions? Ah, oui, il y a 2 personnes. Est-ce que le pays où la franc-maçonnerie est un peu développée est interdite? Il y en a plein. Et ça ne fait qu'augmenter. La question est, y a-t-il des pays où la franc-maçonnerie est interdite? Réponse, il y en a plein et ça ne fait qu'augmenter. C'est un espace de liberté qu'aucune dictature ne tolère. Quand il y a eu la chute du mur de l'URSS, les francs-maçons russes se sont développés énormément. Il y en a eu jusqu'à 50 000, alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait plus personne. Depuis, la réaction fait que, tous les pays musulmans interdisent la franc-maçonnerie, sauf le Maroc, et la Turquie du temps de Mustafa Kemal. Depuis, on visse. Il y avait une importante franc-maçonnerie également en Iran. C'est la mort. Vous êtes franc-maçon, vous êtes condamné à mort. Donc, en Chine, c'est très mal vu. C'est d'où l'importance des zones de Shanghai où il y a plutôt que je ne sais pas trop quoi. Donc, tous les régimes de dictature détestent. Donc, il suffit de faire le chiffre. Et dans des États semi-religieux ou religieux comme Israël? Alors là, je suis allé en Israël, oui, à l'invitation de la Grande Loge d'Israël. Le problème est complexe. Pourquoi? La Grande Loge d'Israël est une grande loge qui réunit des chrétiens, des musulmans et des juifs, et alternativement, le grand maître est musulman, juif ou chrétien. Mais les chrétiens se barrent. Ils vont au Canada, un peu chez nous, en Australie on les a reçus à bras ouverts. Donc même les zones chrétiennes anciennes où il y avait 80% de chrétiens à Bethléem, ou bien surtout à Nazareth, ils représentent à Bethléem 20%. Et même à Nazareth, où ils sont importants, ils ne doivent pas dépasser 50%, alors qu'autrefois, ils étaient 90%. Donc, ils s'en vont, et le recrutement des chrétiens juifs, en tout cas, des chrétiens israéliens, diminue. Les musulmans, le Hamas a décidé qu'il était interdit d'être franc-maçon. Et les juifs orthodoxes, ceux qui ont tout, là, vous savez, la cacaillerie complète, eh bien, c'est interdit aussi. Donc, cette loge, ça...
En fait, la franc-maçonnerie est fabriquée en Israël, c'est des juifs socialistes, laïcs, mais ils diminuent. Ce sont, j'ai dit des juifs, hein, des juifs israéliens laïcs, les sionistes laïcs. Mais ils sont en chute libre. Même en Jordanie, pour les mêmes raisons. Oui, ma remarque vous l'évoquez, tout l'élite cachée, tout ce que l'on reproche à la franc-maçonnerie d'être caché, non apparent. Est-ce qu'on peut l'imputer seulement à l'histoire, sachant que les francs-maçons ne sont pas nécessairement persécutés, les Anglais, et c'est un peu dans l'imagerie populaire ce qui apparaît. C'est l'histoire. C'est l'histoire. En Angleterre, aux États-Unis, quand vous êtes franc-maçon, c'est surtout vrai aux États-Unis, vous en êtes tellement content que vous le mettez sur votre plaque d'immatriculation de bagnole. Il y a le compas et l'équerre. Bon, vous verriez ça en France. Des grosses ceintures, des grosses bagues avec le mauvais goût américain. C'est très fréquent. En Angleterre, mon organisation, donc la Grande Loge des Maîtres Maçons de Marc, a pu réunir suffisamment de fonds pour payer un bateau de sauvetage de l'équivalent anglais de la Société nationale de sauvetage en mer. Il y a marqué dessus, dont des... La Grande Loge Unie d'Angleterre a pu entièrement financer toutes les ambulances d'Angleterre pour un matériel de réanimation. C'est marqué partout. Donc, quand je vais à Londres, à mon siège de ma loge, j'invite ma femme à tranquillement aller au bar où elle peut tranquillement se boire une bière, voilà, où je peux inviter mes amis au restaurant. Ça, c'est chez les anglo-saxons. En France, vous savez très bien que jusqu'à une date récente, c'était très mal vu dans certains coins. C'était classique en Bretagne, les francs-maçons bretons, ils étaient obligés d'aller, ceux de Rennes à Nantes et ceux de Nantes à Rennes, parce que si jamais ils étaient connus, ça se passait mal. Vous avez encore des gens, à La Rochelle, il y a le siège du Grand Orient, qui vont promener leur clébard le soir pour voir qui rentre. Bon. En Espagne, du temps de Franco, que j'ai connu, enfin là j'étais pas franc-maçon, j'étais gamin, être franc-maçon, vous interdisez tout travail de fonctionnaire et vous étiez viré, voire la prison. Donc, quand vous avez 300 ans d'histoire derrière vous, là c'est un peu lourd, quoi. Alors évidemment, ça donne des fantasmes. Les fantasmes, il y a ça, la franc-maçonnerie, les marronniers, quoi. La cellulite enfin vaincue, maigrir en mangeant plein, enfin bon. Tous pourris, enfin bon. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour être franc-maçon? Yes. Majeur? Il faut avoir 25 ans. Ah, 25 ans. Sauf les fils des francs-maçons, qui peuvent être à 21. Les filles, je ne sais pas. Je pense que c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, comment dire, on ne veut pas influencer quelqu'un qui n'a pas son esprit bien fait. Donc l'âge minimum, c'est 25 ans, parce qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, à 25 ans, vous aviez engendré et tué votre homme, vous comprenez? Bon, vous étiez un homme fait. Mais prendre, par exemple, moi je me suis refusé, en tant que vénérable, une fois de prendre un gamin qui avait 18 ans, je suis majeur, monsieur, comme ça je vais aller aux États-Unis, bon. Tu as 18 ans, tu fais tes études, on verra après. Vous avez parlé beaucoup d'action, donc que la réflexion devait aller jusqu'à l'action. Est-ce qu'il y a
pour la franc-maçonnerie en France des lieux d'action bien particuliers, je veux dire réguliers, historiques. Voilà. Oui, sans aucun doute, mais ils ne s'en vendent pas. J'ai longtemps fait partie d'une loge qui, tous les ans, avec la fête de charité que nous faisions, plus les cotisations qu'on arrivait à offrir, un ordinateur pour un enfant aveugle nécessiteux. Et d'ailleurs, c'était des œuvres essentiellement religieuses du sud de la Charente, et elle nous envoyait régulièrement une liste de candidats. Et c'était pas anti-maçonnique. Hein. Des actions dans la direction de la laïcité, oui, de l'éducation, ou de la politique, ou de l'évolution sociale. Quel est le champ concret? Immense, c'est tout ça. Surtout vrai pour les obédiences dites adogmatiques qui veulent agir sur la société. Les autres qui sont traditionnelles, non. Oui, je voulais revenir à la laïcité. J'ai l'impression qu'en France, la laïcité s'est construite pour justement répartir, revenir sur les rôles entre l'État et l'Église catholique en particulier, que ça s'est établi très difficilement, mais que petit à petit, Dieu merci, les choses sont rentrées dans l'ordre et que chaque parti a compris l'intérêt de la laïcité. Mais aujourd'hui, notamment avec l'islam, je pense qu'on est dans une incompréhension nouvelle et que la laïcité a besoin de se refonder parce que tout ce travail qui s'est passé au fil du temps avec l'Église catholique pour trouver un modus vivendi et se comprendre, eh bien, il est en partie à recommencer parce qu'on est en présence de personnes qui ne pensent pas laïcité et donc pour lesquelles tous ces repères-là sont à réinventer, reconstruire. Exactement. Ça a mis 200 ans pour l'Église catholique et la France. Ça demandera peut-être autant. C'est dommage d'ailleurs, parce que la France était l'une des championnes du monde jusque dans les années 50 pour les études islamiques. Si vous vous intéressez à ça, vous verrez des noms comme Louis Massignon, qui sont des gens qui ont exploré la voie des soufis. Enfin, les études de langues orientales étaient extraordinaires. Et puis, on a tout laissé tomber, méprisé, laissé en jachère. On a permis qu'il y ait des imams autoproclamés, alors qu'on demande aux catholiques et aux protestants et aux juifs de fournir des diplômes ou d'avoir au moins des actes de confiance. Enfin bon, voilà, vous comprenez? Et ça, il faut le payer, à un moment donné. C'est peut-être un peu en dehors de la laïcité. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des thèmes traités par les francs-maçons, c'est-à-dire des thèmes à la mode? Je vous ai dit, la dernière circulaire du Grand Orient, c'est morale laïque. À destination des écoles, c'est déjà, il y a de quoi s'amuser avec ça. Et c'est le même thème dans les différentes obédiences? Non. Il y a des obédiences qui ne donnent aucun thème. Chez les Anglais, on ne donne aucun thème. C'est à vous de réfléchir. Mais il faut bien y avoir... La laïcité, c'est un thème à la mode. Est-ce qu'il y a des thèmes à la mode comme ça? Oui, il y a eu l'euthanasie. Il y a eu... Mais je vous dis, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas trop, parce que moi je suis un peu éloigné, quoi. Je suis de l'autre côté de la Manche. Bien.